Merci Gilles, quand même, et qui réinterviendra cet après-midi dans le débat structure STAPS, que tu pourras compléter aussi, une fois que le factotum. On passe la parole à Annabelle Alouche, qui va se présenter. C'est la dernière intervention avant une petite conclusion de la matinée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, mille merci pour cette invitation qui m'honore. Merci aux collègues du SNEP-FSU et du SNEP-PVSU de m'avoir sollicité. Alors, il a été question il y a quelques instants de Parcoursup. Je vais en parler en sociologue et je vais en parler aussi en collègue, puisque moi je suis maîtresse de conférence de sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne, où il y a évidemment un UFR de STAPS et qui, pour ce qui est de l'entrée, de la sélection de l'entrée en formation, pose tout un ensemble de questions qui font écho à d'autres filières, évidemment, droit, psycho, d'autres filières en tension. Ce qui m'a particulièrement impressionnée au début de cette séance, c'est évidemment, comme vous, les 9 interviews de collègues que j'ai trouvées à la fois passionnantes et en même temps dans lesquelles je me suis complètement retrouvée. Donc une très grande fatigue par rapport aux charges administratives et aussi par rapport à la multiplication des réformes sur lesquelles on tombe tous ensemble en quelque sorte et qui remettent en cause, qui produisent des tensions de notre ethos vocationnel, comme on dit, donc de notre vocation de fonctionnaire et de notre vocation à produire un service pour un public et pour le public de nos étudiants dans toute sa diversité. Pour rappel, mais je pense que Anne-Roger va faire un rappel peut-être plus précis, évidemment on assiste à une multiplication des lois et des dispositifs liés à la sélection et qui visent à multiplier les passerelles, enfin les parcours de sélection ou l'expérience de la candidature et de la sélection pour les étudiants. La loi OR évidemment en 2017, on pourrait parler évidemment des dispositifs liés au master et à la plateforme Mon Master qui a été mise en place finalement cette année. Évidemment, les PASSLAS en 2020, point important je pense réforme importante pour les collègues de STAPS, puisque les STAPS sont souvent concernés par la filière LAS, qui est, comme on le sait, extrêmement difficile à mettre en place et souvent pour une très petite minorité d'étudiants. On assiste à ce qu'on appelle parfois en sociologie ou en sociologie politique un véritable gouvernement des universités par la sélection, où la sélection est mobilisée comme une forme d'instrument d'action publique. Donc la sélection sert à gouverner dans ce cas-là les universités au même titre et par le contrôle des publics au même titre que le contrôle des budgets, ça a été évoqué tout à l'heure. Avec quels effets ? Alors évidemment il est difficile avec une telle multiplicité des réformes, et évidemment je mets de côté la LPR qui en rajoute une couche, de calculer, de donner des éléments un peu précis à cette heure-ci ou à ce moment-là sur les effets, mais on a quand même évidemment quelques tendances qui se dessinent. Alors évidemment des tendances en termes de production des inégalités d'accès pour nos étudiants, avec clairement une exclusion de certains étudiants, notamment des hommes de milieux populaires qui sont surreprésentés dans certaines filières, notamment les filières professionnelles, comme on le sait sur Parcoursup, et dès les premières années, un étudiant issu d'une filière professionnelle du baccalauréat attend en moyenne 4 fois plus longtemps une réponse positive qu'un étudiant issu de la filière générale. Inégalité ou effet en termes inégalitaires en termes de genre évidemment à destination des filles, alors que les filles ont participé au phénomène de massification universitaire depuis les années 60 évidemment comme on le sait, mais à géométrie variable et évidemment effet sur elles, et notamment lorsqu'elles-mêmes viennent de milieux populaires ou n'ont pas de parcours linéaire. L'inégalité à l'égard de nos étudiants sur Parcoursup, pour aller très vite, c'est vraiment à l'égard de ces étudiants qui n'ont pas de parcours linéaire. L'algorithme a du mal à reconnaître ces parcours linéaires. Ce que je voulais évoquer d'abord peut-être avec vous, et en partant de mes recherches sur Parcoursup, c'est peut-être au-delà de la question des inégalités, la question du sentiment d'injustice. Ce que crée ce type de réforme sur nos étudiants, mais aussi sur nous,
c'est non seulement des inégalités sociales, de genre, territoriales, etc., mais aussi un sentiment d'injustice, une transformation du rapport à nos institutions, institutions scolaires, mais institutions, à mon avis, politiques, plus largement. Alors, simplement pour vous donner quelques éléments, on a des premières enquêtes, notamment d'observateurs de la vie étudiante, qui soulignent que 80% des étudiants des premières cohortes passées par Parcoursup ont ressenti à un moment donné un peu ou beaucoup de stress par rapport à la plateforme, par rapport à la procédure. Par ailleurs, je voudrais citer un rapport très intéressant d'un collectif qui s'appelle Nos services publics, qui a essayé de comparer le temps d'attente entre Parcoursup et APB et qui a souligné à quel point un étudiant sur deux n'a pas de réponse en fait sur Parcoursup dès le premier jour. Ce qui crée un sentiment évidemment d'angoisse partagée et qu'on retrouve notamment dans la sphère médiatique. Qu'on se trouve dans la sphère médiatique, mais pas seulement. Et une objectivation, une forme d'objectivation que j'essaie de mener avec une équipe de recherche, avec ma collègue Delphine Espagno-Abali qui est à Sciences Po Toulouse et ma collègue Stéphanie Archat à Amiens, c'est justement objectiver ce sentiment d'incompréhension par le calcul ou le constat, si j'ose dire, d'une augmentation de contentieux liés à l'accès dans l'enseignement supérieur. Ce qu'on a constaté, c'est que ce sentiment d'injustice et ce sentiment peut-être de perte de confiance ou de transformation du rapport des institutions, des étudiants et de leurs familles, il se traduit par une augmentation du contentieux de l'accès. C'était vrai pour Parcoursup, notamment la première année, donc augmentation du contentieux qui s'est ensuite écroulé en quelque sorte parce qu'évidemment, comme vous le savez, Parcoursup et la Loire fait l'objet de patchs en fait, de changements assez réguliers qui ont contribué, après un pic de contentieux la première année, finalement à s'effriter en quelque sorte. Contentieux aussi qui augmente de manière régulière pour la question du master. Et évidemment, on est dans la première année de la mise en œuvre de la nouvelle plateforme, mais on voit déjà, donc on est en partenariat, je travaille avec le défenseur des droits notamment, donc des demandes de médiation qui peuvent donner lieu aussi par ailleurs à des demandes de contentieux, à des parcours judiciaires qui vont jusqu'au contentieux. Contentieux aussi des PASLAS, et là, attention, les PASLAS sont particulièrement concernés par le contentieux administratif et ça peut remonter jusqu'au Conseil d'État. Pourquoi? Parce qu'on sait que les étudiants en médecine, notamment pour les filières PASS, sont déjà des cohortes qui sont extrêmement inégalitaires où les classes moyennes et supérieures sont surreprésentées. Sauf que c'est évidemment ce type de famille-là qui aura tendance à se saisir du droit comme une arme, si j'ose dire, de contestation du jugement scolaire. Donc ça, on le constate vraiment extrêmement fortement dans nos études, dans les études qu'on mène sur Parcoursup, c'est-à-dire que l'incertitude et le manque de confiance, il ne concerne pas seulement les classes populaires, les élèves de milieux populaires pour aller très vite, mais aussi les élèves de classe moyenne, voire de milieux supérieurs, qui n'étaient pas concernés, en quelque sorte, par ce processus d'exclusion. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que ceux qui étaient les anciens gagnants de la méritocratie scolaire en quelque sorte, je prononce ce mot de méritocratie avec d'énormes guillemets évidemment, eh bien, sont dans un sentiment d'incertitude, ce qui contribue à avoir des effets sur leur rapport à l'université et leur rapport évidemment aux universitaires. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, au-delà du contentieux, on a aussi une augmentation des recours gracieux. Qu'est-ce qu'un recours gracieux? Ben, c'est simplement le mail que vous recevez en début d'année ou peut-être à peu près à la mi-septembre disant « Madame, monsieur, je suis absolument désolée » ou c'est souvent les parents pour les plus jeunes de nos étudiants. Je suis désolée, est-ce que vous auriez une place pour nous, ou pour moi, ou pour mon élève, parce que je suis absolument désespérée, je n'ai rien. Avec des formes de suppliques administratives qui peuvent être parfois extrêmement élaborées et assez déchirantes, je dois le dire. Alors ce phénomène de recours gracieux, on le constate notamment sur les filières en tension que j'ai déjà citées, hein, droit, psycho, STAPS évidemment, médecine. Elle est difficile à quantifier, on essaie en ce moment justement de le quantifier, notamment dans ces filières-là et dans des grosses universités comme Rennes 2, également Bordeaux, Toulouse 2 notamment, Montpellier 3.
Et ça, c'est des choses qu'on voit absolument partout. Une façon de l'objectiver, c'est de souligner à quel point de nombreuses universités sont en train de mettre en place des plateformes de gestion de ces recours. L'idée, c'est... On constate depuis quelques années dans certaines universités en fait la mise en place de plateformes en général sous l'impulsion soit des UFR notamment de droit, soit des présidences et des services, de standardisation des réponses à ces demandes de recours. Et rien qu'on ait la bureaucratisation et l'institutionnalisation de cette réponse à ces demandes de recours dit quelque chose en fait du sentiment un peu de submersion des services et aussi des collègues à l'égard de ce type de demande. Donc la question qui se pose, je pense, c'est celle de la potentielle judiciarisation qui serait un effet potentiel de ce type de réforme. Alors sans aller sur le fait que le juge administratif deviendrait un régulateur du secteur, un peu comme aux États-Unis, alors sans aller jusque-là, je pense que il y a quand même peut-être des évolutions à anticiper de ce côté-là. Et au-delà, je pense qu'il y a vraiment une transformation de fond de part de ces réformes du rapport entre usagers et universités, évidemment entre usagers et enseignants-chercheurs. Avec, comme toile de fond, une forme de bureaucratisation, on appelle ça aussi la managérialisation de l'université, où le jugement des enseignants-chercheurs est amené, à mon avis, sera amené à être de plus en plus encadré dans le cadre de ces plateformes, mais aussi au-delà. Encadré par qui? Potentiellement par les services, sachant quand même, pour un peu nuancer le propos, qu'on mène aussi une enquête en ce moment auprès des directions des affaires juridiques, j'allais dire judiciaires, c'est un lapsus révélateur, directions des affaires juridiques qui sont aussi des services qui sont très mal menés en fait par ces réformes, tout simplement parce que souvent c'est des services qui sont très petits, relativement peu formés à toutes ces réformes justement, et qui découvrent un peu par le contentieux la nature de ces réformes. D'ailleurs, dans certains entretiens qu'on a menés avec des DAGE, on s'est aperçu que certains d'entre eux attendaient le contentieux avec parfois un peu d'impatience pour pouvoir justement préciser certaines règles qui n'étaient pas très claires à la lecture des circulaires, par exemple, ou plus globalement du réglementaire. Pour aller vite, une question me semble en suspens et je voudrais peut-être vous donner la parole là-dessus, ou à nous, Roger en tout cas, vous interroger là-dessus, ou qu'on s'interroge collectivement là-dessus, c'est celle des effets potentiels en termes de politisation, de dépolitisation des réformes de nos étudiants. Passer par Parcoursup, c'est élargir, avoir mis en place la plateforme Parcoursup, c'est élargir l'expérience et la condition de candidat. C'est élargir l'expérience de l'incertitude à toute une classe d'âge dont on sait qu'elle est particulièrement friande en quelque sorte d'enseignement supérieur, et on en est ravis. Et ma question en tant que sociologue, mais aussi en tant qu'enseignante chercheuse et en tant que citoyenne, c'est dans quelle mesure ce sentiment de candidature, d'incertitude, d'angoisse peut avoir un effet sur la politisation, la dépolitisation des étudiants. On sait qu'en termes de comportement de vote, les jeunes de 18 à 25 ans, c'est déjà une abstention record, 80% aux élections régionales par exemple. Mais aussi dans quelle mesure ça peut avoir un effet sur leur mode de mobilisation et de contestation, non seulement sur les campus ou par exemple dans les cours, mais aussi dans la rue, évidemment. Il me reste à vous remercier extrêmement chaleureusement et j'étais absolument ravie d'être parmi vous ce matin. Merci Annabelle, merci beaucoup. On note tes questions, on a noté tes questions pour que ça irrigue aussi nos débats dans les problématiques professionnelles. Pour terminer, déjà merci de votre attention, mais on a donc le choix ce matin, c'était de compiler, de faire succéder des points de vue, des interventions très riches de part et d'autre. Et je laisse la parole à Anne-Roger pour un exercice très difficile, un peu un ramassement de cette matinée avec ton point de vue. Normalement, quand on est prof de PS, on est adaptable, mais alors là, on me demande un exercice un peu compliqué. Donc en fait, c'était pas du tout la commande qui était faite me concernant, de ramasser quelque chose qui n'est pas ramassable, dans la mesure où on a abordé un certain nombre de thèmes
qui sont quand même tous assez variés et qui vont du macro au plus pointu dans l'enseignement de l'éducation physique et du sport. Alors combien de temps il reste? Je sais pas, je voyais Jérôme tout à l'heure qui faisait des grands signes, c'est fini normalement, c'est ça, globalement? Ok. Donc en fait, la commande qui m'avait été faite au départ, c'était d'évoquer 15 ans de réforme de l'enseignement supérieur et de resituer globalement nos débats dans les réformes de l'ESR qui se sont succédées. Donc évidemment, je ne vais pas faire ça parce que ce serait beaucoup trop long, mais simplement je voudrais juste au moins reposer quelques jalons pour ensuite déboucher sur ce que porte aujourd'hui le gouvernement en termes de projet éducatif qui forcément a des impacts sur la façon dont on réfléchit. Donc si on refait juste un tout petit détour par les différentes réformes que je qualifierais de déstructurantes, voire même de destructrices du service public de l'ESR. Évidemment, il faut à minima, mais on pourrait même repartir plus loin, hein, mais en tout cas à minima remonter à la loi, à la LRU évidemment, hein, cette fameuse loi Pécresse. Donc je ne vais pas tout détailler, mais globalement, la LRU, elle enfonce le clou de l'autonomie des universités, une autonomie de budget, un budget qui serait affecté sur des critères de performance, et puis globalement un pouvoir accru au président, avec un CA qui est resserré, et donc bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais qu'est-ce que ça a déjà comme incidence, cette autonomie? C'est déjà la mise en place, enfin en tout cas ça passe par la mise en place des RCE, ces fameuses responsabilités et compétences élargies en termes budgétaires, et donc ça permet aux universités de faire, je caricature un peu, mais de faire ce qu'elles veulent de leur budget, quitte à geler des postes si le budget est insuffisant. Donc gèle des postes si budget insuffisant. Ça a forcément un gros écho dans ce qui se passe aujourd'hui avec le cri des présidents d'université qui nous disent aujourd'hui on ne sait pas comment on va faire, on est sous-financé, on ne pourra pas fonctionner, donc ça nous laisse entendre que la seule solution qui va pouvoir être mise en œuvre, ce sont des gels de postes. Donc la loi LRU, elle met le doigt sur cette fongibilité asymétrique et sur le fait qu'on va pouvoir geler des postes pour répondre à d'autres besoins de fonctionnement. Je passe sur la loi Fioraso, qui est la suite, qui s'inscrit dans la continuité de cette LRU, peut-être en ajoutant cette fois-ci une restructuration, en tout cas une réforme structurelle, puisque c'est cette fameuse loi qui commence qui fait apparaître les communes qu'on a connues, hein, les regroupements, les fusions d'établissements, les participations donc à ces communautés d'universités et établissements, et qui restructure un petit peu le paysage universitaire pour arriver aujourd'hui à tous nos établissements expérimentaux que l'on connaît, mais on y reviendra juste un tout petit peu après. Et puis après, on passe évidemment à Frédérique Vidal, qui termine le boulot, ou en tout cas qui continue bien, qui a une belle œuvre. Hein, l'œuvre de Frédérique Vidal est dense, en termes de déstructuration et de destruction du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Globalement, ces œuvres, hein, c'est la généralisation de la sélection dont Annabelle a parlé, mais c'est aussi la dérégulation des diplômes et la marchandisation des savoirs, hein, ces fameux blocs de compétences qu'on peut vendre, ces fameux diplômes qui sont autorisés par le CNESER, même s'ils sont dans le privé, etc. Donc ça ouvre la porte à la montée en puissance de l'enseignement supérieur privé. Et puis surtout aussi une forte attaque des statuts à la fois des établissements universitaires et puis des personnels. Puisque, je ne vais pas détailler les types de contrats qu'elle laisse apparaître avec la publication de la loi de programmation et de la recherche en 2020, on a tout un tas de contrats tels que les chaires de professeurs juniors, les CDI de mission, etc., qui sont mis en place et qui, évidemment, aujourd'hui, remplacent les recrutements de titulaires. À Lyon 1, par exemple, on a des chaires de professeurs juniors qui ont été créées. Normalement, les chaires de professeurs juniors qui ont été créées, le deal au départ, dans l'accord que certains ont signé, la FSU n'a pas signé, c'était un poste de chaire de professeur junior égale un poste de PU donné. À Lyon 1, on vient de nous annoncer que les titularisations des postes, des CPJ, ne se feraient pas sur des postes créés, mais viendront amputer le vivier de postes PU qu'on a. Donc en fait,
la promesse qui avait été ok, on accepte des chaires de professeurs juniors, mais on aura des postes de PU en complément, et ben il n'y en a pas, et ces chaires de professeurs juniors qui sont des contractuels de haut niveau entre guillemets vont venir prendre la place des PU sans passer par le concours, et donc voilà, enfin, ça crée une concurrence qui est encore exacerbée et qui est surtout au détriment de l'emploi statutaire. Donc on voit bien que toutes les réformes, elles débouchent sur une contractualisation généralisée et sur la destruction de la fonction publique et du service public. Alors juste, pour terminer ça, parce que je ne vais pas détailler, je pouvais détailler, être plus précise, mais Macron par rapport à ça, comment il se situe et quel projet il porte. On a eu droit à une interview de haut niveau sur YouTube par le youtubeur donc Hugo Travers le 4 septembre, ce que Macron a choisi quand même pour présenter son projet pour l'université, enfin en tout cas les premiers mots qu'il a donnés sur le projet pour le SR, c'était quand même sur YouTube avec voilà, Hugo Travers qui est, bon, voilà, c'est pas un journaliste non plus, quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous a évoqué? Globalement, son projet, c'est un projet très étriqué dans lequel la maternelle, finalement, elle pourra être déléguée au service